C'est l'orage. Pour les coups de canon, quand je dirais coups de canon, Ah oui, oui. parce que là on va faire toute la guerre, donc tu vas pouvoir faire Oui. coups de canon avec la guerre. Il a eu une bonne idée. Monsieur Philippe Moulon. Absolument. Approchez. Oui, Jacques. Ah, mais il est là, Jacques. C'est une bonne idée. Mon colonel, approchez. Bien. Tout le monde est là. Les premiers mots seront Pace Salute. Per tutti. On peut m'applaudir parce que j'ai répété. Alors, je ne sais pas si je le dis avec l'accent du sud ou du nord, pas du tout d'accent. C'est bien, voilà, merci. Pas quelqu'un qui suit. Donc, monsieur le ministre, cher Jacques Godefroy et cher président, messieurs les officiers généraux, mon colonel Cagé, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers collègues élus assez nombreux parmi nous ce soir, mesdames et messieurs. La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. En présence de mon adjoint préféré, Jean-Manuel. Non, mais c'est lui qui est chargé de la mémoire et du monde combattant. Donc je dis ça, mais en fonction des circonstances, à chaque fois, mon agent me fait sûr. En tout cas, c'est par ces mots, le 8 octobre 1943, que le général de Gaulle saluait à Ajaccio l'action des résistants et de la population corse qui avait jeté bas le joug italien, puis allemand, subi par l'île depuis novembre 1942. Cette libération fut possible grâce à l'unité de la résistance intérieure corse, organisée depuis le mois de juillet au sein du Front National Corse dirigé par Arthur Giovanni, unifiant les mouvances communistes et gaullistes, avec Paulin Colonna d'Istria, bien sûr. Rompre avec la France du moment pour demeurer fidèle à une certaine idée de la France. Cet impératif moral, le général de Gaulle l'avait le premier énoncé à Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940, bien évidemment. Les enfants de la liberté l'entendirent. Qui étaient ces soldats de l'ombre? Des femmes et des hommes ordinaires, pour la plupart, unis par l'amour de la France, par leur refus d'abdiquer leur avenir à l'occupant, prêts à courir tous les risques, du simple porteur de messages au saboteur professionnel. Parce qu'ils plaçaient la valeur de la liberté au-dessus de leur propre vie, parce qu'ils aimaient le peuple de France mieux que leur propre famille. Dès le crépuscule de l'étrange défaite, ils se sont élevés contre l'ordre inique de Vichy, et ce nom qu'ils incarnaient était la dernière lueur d'espérance dans la sinistre nuit vert-de-gris de l'occupation et de la collaboration. Ils étaient des légions d'inconnus, ils étaient les mouvements de résistance, ils manquaient de tout, d'argent, de munitions, d'informations, de liens, même entre eux. Mais parce qu'ils avaient l'amour de la liberté et de leur patrie chevillée au corps, parce qu'ils croyaient à la promesse de l'aube, ils vainquirent des armées entières. Et parmi ces légions d'inconnus à qui nous devons tout, la mairie du 15e a souhaité honorer la mémoire du sacrifice consenti par le peuple corse pour libérer la France, en accueillant cette exposition organisée par la Fondation Charles de Gaulle en 2013, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération de l'île de Beauté. Merci aux organisateurs de cette exposition, au premier chef évidemment Jacques Godefroy, un ami et un combattant aussi. Pas d'aujourd'hui. Non, pas d'aujourd'hui, malgré notre jeune âge, tous les deux, mon cher Jacques, je vais me permettre de le rappeler. Jacques Godefroy qui contribue avec son efficacité, que j'ai toujours connu dans tous les postes qu'il a occupés, en tant que président cette fois-ci de la Fondation Charles de Gaulle, à faire connaître l'œuvre et l'action du général. Et merci bien sûr à Marc Fossu, également secrétaire général de la Fondation, que nous sommes heureux d'accueillir en ces murs par l'intermédiaire de cette exposition. Je tiens aussi à remercier un membre du personnel de la mairie du 15e, Jacques Maignon, qui se cache, qui est ici discret, là, on fait un revoir par sa grande taille. Voilà. Alors pourquoi Jacques Maignon? Non pas simplement parce qu'il travaille au service des élections de la mairie du 15e. Ah non, rapport avec les Corses, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il travaille au service des élections.
Mais c'est parce que c'est un collectionneur qui, pour l'occasion, a prêté des uniformes français, italiens et allemands, ainsi que des documents et des pièces uniques provenant du Casabianca. Et donc c'est à ce titre que j'ai plaisir à le saluer et à le remercier. Évidemment, mon adjoint chargé de la mémoire, Jean-Manuel Huy, qui a préparé la venue de cette exposition dans notre mairie. Et qui fait tant de choses aussi pour le devoir de mémoire et honorer les combattants des différentes guerres. Merci enfin à Annie Kriégère pour avoir apporté des documents et photos inédits de la libération de la Corse qu'elle tenait de son père. Georges Kriégère était en effet sous-préfet de Corse. Elle est là, au premier rang. Il était sous-préfet de Corse pendant les combats et il jouait un rôle de protecteur important de la population pendant ces combats où il fut blessé avec son épouse lors du bombardement de la sous-préfecture. Il intégra d'ailleurs par la suite le cabinet de Paul Giacobi au sein du gouvernement de la République. L'organisation de cette exposition dans notre arrondissement s'inscrit pleinement dans la volonté qui est la nôtre d'entretenir cette mémoire brûlante afin que les Parisiens d'aujourd'hui n'oublient pas ce que subirent ceux qui, dans tout le pays, combattirent hier pour leur délivrance. Il n'y a pas de mémoire sans savoir. Il n'y a pas de savoir sans mémoire. Ici où des milliers de familles juives furent parquées au Veldiv en attendant les terribles convois de la mort, où 143 résistants sont tombés sous les balles de l'occupant au stand de tir de Ballard, à quelques centaines de mètres, y compris d'ailleurs de jeunes écoliers, les martyrs du lycée Buffon. Nous avons peut-être plus que d'autres dans cet arrondissement martyrisé sous l'occupation l'ardente obligation d'honorer ce devoir de mémoire. La libération de la Corse, qui précéda de plusieurs mois la libération de la France, grâce au soutien de la population qui se souleva spontanément à l'annonce de la capitulation italienne, autre point commun avec la libération de Paris, représenta en effet un moment décisif pour la crédibilité de la France, libre vis-à-vis de ses alliés. Elle représentait tout d'abord la preuve que la résistance était capable de mettre en déroute l'ennemi avec le soutien de la population. Le basculement des alliances provoqué par la capitulation italienne du 8 septembre 1943, qui faisait obligation à l'Italie de restituer immédiatement la Corse aux Alliés, bouleversa totalement les rapports des occupants et de la population dans l'île, déclenchant un soulèvement spontané, alors même que la résistance intérieure ignorait si elle recevrait ou non le soutien d'Alger. Face au soulèvement populaire d'Ajaccio, où Paulin Colonna d'Istria organisait l'action du Front national corse, les troupes italiennes n'intervinrent pas et conclurent un pacte de neutralité avec les troupes allemandes, vite rompu par la tentative des Allemands de désarmer les Italiens. Des combats spontanés s'engagèrent alors entre les deux occupants avant que la résistance ne prenne le dessus, aboutissant à la libération d'Ajaccio le 9 septembre, avant même l'arrivée des renforts d'Alger. La libération de la Corse constituait par ailleurs la première offensive militaire menée sur le sol français par Alger et constituait ainsi un test à grande échelle de la capacité du commandement militaire à mener une telle opération de l'extérieur avec le soutien de la résistance. Le Casabianca vogua le premier vers la Corse. Le 13 septembre, il débarqua 109 hommes du bataillon de choc, parfaitement entraînés aux tactiques de la guérilla, aguerris au combat de montagne, qui prêtèrent main forte aux résistants pour harceler l'ennemi tout au long de son itinéraire par la côte orientale, notamment à la bataille de Lévis. Les troupes allemandes, qui étaient parvenues à conserver l'autorité militaire sur Bastia, marchaient en effet sur Lévis afin de prendre Ajaccio et priver ainsi les Corses des secours attendus d'Alger. Le retournement des alliances fut d'un précieux secours aux combattants de l'intérieur. Le 13 septembre, les troupes italiennes reçurent l'ordre officiel de se ranger aux côtés des Corses et de combattre les Allemands. Ils fournirent près de 20% du matériel militaire nécessaire à la libération en leur donnant armes, munitions et soutien logistique. Les forces de la première armée les rejoignirent le 21 septembre avec les fantassins du 1er RTM sous les ordres du colonel de Butler, les tabors du 2e GTM du lieutenant-colonel de Latour, un commando américain dirigé par le capitaine Piteri, un régiment de Spahi et les tirailleurs marocains. La géographie de l'île favorisait l'action des résistants, aidés par les forces italiennes. Les combats décisifs eurent lieu dans les zones du col de San Stefano, et je veux saluer ce soir la mémoire du père de ma première adjointe, Claire de Clermont-Tonnerre, le général de brigade de Holin, qui, alors lieutenant,
dirigeait à ce moment une section du régiment de tirailleurs marocains et parvint le 30 septembre, avec ses hommes qui n'avaient pas dormi depuis plusieurs jours, à surprendre les Allemands installés sur le col et à les en déloger. Le 1er octobre, les Tabors reprirent le passage de Téguine. Le 2 octobre, ils remportaient la bataille ouvrant la route de Bastia et le 4, ils entraient les premiers dans la ville libérée. La libération de la Corse incarnait une victoire stratégique d'une très grande importance pour la France libre. L'île pouvait désormais servir de base pour l'aviation alliée pendant la campagne d'Italie qui se prolongea jusqu'au printemps de 1945 avant de devenir le ponton de départ d'une noria d'avions et de vaisseaux en août 1944 pour l'opération Anvil Dragoon en Provence. Et parce que les Corses ont l'amour de la France, 12 000 d'entre eux s'engagèrent dans les troupes de la libération à compter de novembre 1943, dont le père de mon épouse, que je salue par la même occasion. Et je tiens aussi à rappeler que parce que les Corses ont protégé et caché des Juifs, aucun de ceux qui avaient trouvé refuge dans l'île ne fut déporté. C'est le seul département français d'ailleurs où aucun Juif ne fut déporté. La libération de la Corse permit en outre au général de Gaulle de démontrer par la preuve aux Alliés que la France de Vichy n'était qu'une parenthèse et que la résistance et le gouvernement provisoire d'Alger étaient capables de restaurer la légalité républicaine dans le pays libéré, écartant ainsi le spectre d'une mise sous tutelle de notre pays par nos alliés, comme dans les autres territoires reconquis. C'est pourquoi, une fois l'ordre de soutenir la Corse donné, et bien que dès le 9 septembre, Ajaccio rétablit un conseil de préfecture allié à la France libre, le général de Gaulle envoya-t-il dès le 14 septembre à bord des contre-torpilleurs le Terrible et le Fantasque, le général Mollard, qui devait reprendre le commandement militaire de l'île, le général Henri Martin et le préfet Charles Luizet, qui deviendra à la fin de la guerre préfet de police de Paris, accompagné de son secrétaire général François Coulet, chargé de composer avec le pouvoir résistant en place et de restaurer une autorité de l'État. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité, a écrit le général de Gaulle. Il en a fallu de la volonté pour que la France combattante devienne une réalité et pour que cette vérité devienne une réussite. C'est cette mémoire que nous honorons ce soir à travers cette exposition, afin que demeure vivant le souvenir des sacrifices consentis par tous ceux qui refusèrent l'aliénation nazie, par tous ces enfants de la liberté à qui nous devons aujourd'hui de vivre libres et en paix.